Ok, donc bonjour et bienvenue dans cette session questions-réponses concernant les psy de Air France. Donc, dans cette session, on va couvrir les psy de Air France cadet, pro et hop, et couvrir donc toutes les questions que vous puissiez avoir. Si vous êtes candidat ENAC, on pourrait aussi répondre à certaines de vos questions. Cette session est enregistrée le 24 juillet 2024. Il y a beaucoup de candidats qui viennent de recevoir leurs résultats de psy 1 pro il y a quelques jours. Et donc, c'est aussi beaucoup pour eux qu'on enregistre cette session ce soir parce que beaucoup vont passer dans les mois qui viennent, probablement à partir du mois de septembre ou d'octobre. Voilà, donc comment on va faire cette session? Dans un premier temps, on va prendre les questions de ceux qui sont déjà dans les cours, puis ce sera des questions qui sont peut-être un petit peu plus poussées. Ensuite, je ferai une petite présentation il y a une dizaine de slides qui expliquera à ceux qui ont encore des questions et qui se tâtent de savoir s'ils veulent nous rejoindre pour qu'ils comprennent un petit peu comment on fonctionne. Et ensuite, je prendrai les questions de ceux qui ne sont pas dans le cours. Voilà. Après, on est assez flexible. Vous êtes très, très nombreux. Ce soir, là, il y a encore beaucoup de personnes, à mon avis, qui vont vouloir venir. Et donc, je vais vraiment faire de mon mieux dans l'heure qui nous est impartie et si nécessaire, même après, pour essayer de répondre à tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous demande à tous de ne pas montrer votre vidéo. C'est déjà le cas, vous ne la montrez pas, donc ça, c'est bien. Ensuite, si vous voulez poser votre question, donc je vais regarder dans le chat, ça va être plus simple. Et si je ne comprends pas, je demanderai à la personne de poser sa question en audio, si ça vous convient. D'accord? Voilà. Donc, et je peux vous redemander éventuellement de reposter votre question parce que si elle passe dans le fil et que je la vois plus, eh ben, je vais pas pouvoir y arriver. Alors, très bien. Bien. J'ai les questions sur une liste séparée et j'ai pas trop de questions pour l'instant. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai des gens dans la salle d'attente. Voilà. Alors, vous parlez dans vos vidéos de l'importance de connaître la stratégie d'Air France. De quelle stratégie parlez-vous? Bon, bah, donc déjà, si on pose la question là, c'est bien. De la stratégie de l'entreprise de manière générale, d'accord, ou de sa stratégie de recrutement. Bien. J'ai passé les psys de Hop et j'ai de nombreux amis qui ont réussi les psys de Air France et la stratégie n'a jamais été, c'est un bon point ça, n'a jamais été abordée pendant les entretiens individuels. Alors ça c'est une bonne question, merci d'avoir posé. Donc évidemment, il s'agit de la stratégie générale d'Air France parce que, et ça je l'explique bien dans les cours, vous comprenez que vous rejoignez une entreprise et non pas juste un cockpit. C'est important de comprendre ça. Vous rejoignez une aventure humaine. Vous rejoignez une entreprise qui a des objectifs, des contraintes, des challenges, des difficultés qu'elle surmonte année après année et de nouvelles difficultés qui arrivent qu'elle va devoir surmonter. Donc ça, on explique bien dans les cours qu'il y a 4 grands piliers de problèmes qui sont un problème financier, problème de séduction de la clientèle ou de concurrence, problème interne lié aux salariés et donc à la motivation des équipes pour pouvoir justement arriver à bien servir le client et à stabiliser aussi l'entreprise. Et ensuite, il y a un challenge environnemental. Donc il faut comprendre ça, comprendre aussi où va cette entreprise. Alors, ensuite, tu me dis très justement, en ce moment, il ne pose pas de questions sur l'entreprise. Il ne demande même pas de chiffres. On entend beaucoup ça. La chose, c'est qu'il y a 2 éléments là. C'est que déjà, la bonne chose à faire quand on se prépare pour une compagnie aérienne, c'est de l'étudier. C'est tout simplement une forme de... C'est un passage obligé. Que se passe-t-il si le recruteur que tu vas avoir ce jour-là, lui, il décide de t'en poser des questions? Tu ne peux pas te permettre de ne pas comprendre cette entreprise. Par respect pour elle et aussi pour toi, te sentir bien et sentir que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour te préparer au mieux. Donc, aller faire l'économie de l'étude de l'entreprise, c'est vraiment, de mon point de vue, dommage. Ça pourrait même être dommageable parce que on pourrait vous poser des questions, et ça, je pense que tes amis les ont eues, de savoir comment tu te projettes à l'intérieur d'Air France. Comment tu projettes ta carrière à l'intérieur d'Air France. Comment est-ce que tu penses que c'est différent d'être un pilote d'Air France par rapport à une autre compagnie? Toutes ces questions-là, tu vas pouvoir y répondre correctement que si tu as de bons appuis par rapport à la stratégie de l'entreprise. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, merci de préciser un petit peu plus. J'ai de nouvelles personnes qui rentrent dans la réunion. Voilà. Ok. Ensuite, comment répondrais-tu à la question « Comment pouvez-vous améliorer vos compétences non techniques ?» Bien. Donc, alors je ne voudrais pas que vous répondiez tous de la même manière. Et comme ici, on va dire que
C'est une session enregistrée, je suis un petit peu embarrassé, mais en gros, je suis un petit peu embarrassé parce que je veux pas que vous répondiez tous de la même manière. Vous êtes tous différents et ça, c'est une question qui est, comment dire? C'est une question qui serait mieux répondue à l'intérieur, du channel Discord d'Advanced Interview Course, mais je vais répondre de manière sommaire. Parce que là, on rentre trop dans le détail et on va dire de la formation avancée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences non techniques, c'est très important. 70% des accidents et incidents dans l'aérien sont liés à des problèmes de facteurs humains. Les compétences non techniques, donc sont assez faciles à connaître puisque vous avez déjà vu mes vidéos. Donc, sélection sur YouTube et les autres. Si vous êtes client, vous avez vu les vidéos plus détaillées. Il y a les 9 compétences OACI. Ensuite, il y a les compétences de recrutement. Donc, il faut en choisir une ou deux là-dedans. Et l'idée de base, c'est de dire que on peut toujours améliorer toutes les compétences. Et au lieu de répondre sur un pied de défense, ce qui se passe sur cette question-là, c'est que la plupart des candidats, ils vont aller parler d'une compétence où ils pensent qu'ils sont pas bons, ils vont aller dire qu'ils sont pas bons. Je vous rappelle que la règle numéro 1, c'est qu'on ne parle pas volontairement de ses faiblesses, sauf si on est vraiment, si on pose vraiment une question sur une faiblesse en particulier. Mais donc là, en fait, on ne vous demande pas une faiblesse. Comprenez bien la question. Quelles sont les compétences techniques que vous pourriez, non techniques que vous pourriez améliorer? Donc, on ne vous demande pas quelle est la compétence technique où vous n'êtes pas bon. Non technique, vous n'êtes pas bon. D'accord? Donc, à la base, vous êtes bon partout, mais il y en a que vous pourriez améliorer. Et la vraie question, en fait, c'est quelle est la compétence non technique que vous pourriez améliorer le plus? Voilà. Donc, je pense qu'il faut, il faut donner au recruteur, dresser un bon tableau et dire voilà, on a tous vocation à augmenter nos compétences, nos techniques pendant toute notre carrière, de notre premier vol jusqu'au dernier vol où on va prendre la retraite. Dans l'aviation, ce qui est génial, c'est qu'on apprend tout le temps. Et donc, on a vocation à s'améliorer tout le temps. Donc, une compétence sur laquelle on peut toujours beaucoup progresser, là, je vous donne tous les éléments de réponse finalement, la communication, la prise de décision. Après, il y a toutes les autres, la gestion de la charge de travail. Attention de ne pas trop parler de leadership, parce que le leadership, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui devrait à ce stade être inné. Alors attendez, je vais fermer la salle, parce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment trop tard maintenant. Voilà, la salle est fermée. On a l'impression que, bon, parlez pas trop de leadership, du travail en équipe aussi, on va avoir tendance à penser que c'est inné. Et donc, il vaudrait mieux se focaliser sur les premières que j'ai données là. Vous n'allez pas parler de résilience. On va se dire que si c'est pas réglé là, ce sera pas réglé plus tard. Conscience de la situation, là encore, je trouve que c'est pas formidable, mais tout ce qui est communication, prise de décision, parce que la prise de décision, ça a vocation à s'améliorer au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience. Pareil pour la gestion de la charge de travail. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Comment pouvons-nous faire une bonne rétrospective sur notre performance lors des épreuves de groupe? Alors, dans les épreuves de groupe, l'idée, c'est au débriefing des épreuves de groupe, c'est déjà de dire que le groupe, c'est bien, enfin, c'est d'avoir une teinte positive sur ce qui s'est passé. De dire que vous avez, c'est un exercice qui est intéressant, qui est, comment dire, qui est différent de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et que tu as apprécié de rencontrer ces nouvelles personnes et de travailler avec. Voilà, que vous avez trouvé que l'ambiance était bonne, que chacun a vraiment fait de son mieux, etc. Donc dresser ce tableau positif. En termes de performance, ben, j'ai fait de mon mieux à tel et tel moment et j'ai contribué à la résolution à tel et tel moment. Je suis allé au tableau à tel moment parce qu'il m'a semblé que c'était utile, quoique je crois qu'il n'y a pas de tableau. Alors j'ai entendu des choses contradictoires par rapport à ça d'ailleurs. Et donc dire les choses qu'on a fait, dont on pense qu'elles ont été bien. Et là, ils vont naturellement vous dire si c'est là qu'ils veulent en arriver, et des choses qui ont été moins bien. Alors un peu moins bien, bah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On en a parlé après avec les autres et effectivement, bon voilà, donc rétrospectivement, si je devais refaire cet exercice demain avec la même équipe, je pense que je m'y prendrais comme ça. Mais si on pouvait rejouer tous les passages de notre vie, ce serait merveilleux, sauf que là, ça s'est passé en live, ça s'est passé hier, et voilà. Ok. Ok. Donc je vois que la personne qui m'a posé la question d'avant est satisfaite, donc tant mieux. Ensuite, Air France tient souvent le discours vous devenez pilote avant de devenir pilote chez Air France. Eh oui. Comment se positionner là-dessus à l'entretien individuel? Faut-il détailler les plans B, C et D que nous avons et faut-il rester général? Alors, la personne qui a posé cette question, je crois, alors peut-être tu es arrivé après, on va d'abord prendre les questions de ceux qui sont déjà clients du cours, parce que c'est peut-être des questions, comme on a vu depuis le début, un petit peu plus
avancée est liée au cours et eux, peut-être aussi, ils n'ont pas envie de voir ma petite présentation. Donc voilà, je vais la garder. Toi qui as posé cette question, est-ce que tu peux faire un copier pour faire ensuite un coller et j'y répondrai juste après? D'accord, donc je vois que la réponse par contre que j'ai donnée avant, c'est bien. Hem Pas de tableau aux dernières sessions. D'accord, donc il n'y avait pas de tableau blanc aux dernières sessions, Hop et Air France. C'est ce que je sais aussi et donc vous n'avez pas de tableau blanc, pas d'endroit où vous pouvez vous déplacer. Vous devez en fait rester, assis là où vous êtes et les tables sont positionnées, comme ça. Il y a une personne qui est là, une personne, qui est là, qui voit assez mal finalement la personne qui est de l'autre côté, hein. C'est assez inconfortable. C'est pas comme, quand on répète, moi de manière classique quand j'enseigne les entretiens de groupe, en présentiel, c'est, les endroits, où je l'ai fait en ATO ou ailleurs, bah, les personnes sont libres d'utiliser le tableau et tout ce qu'il y a dans la salle et évidemment, ils se mettent les uns en face des autres. Là, c'est un élément, supplémentaire. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure position que les autres finalement, de toute façon, il va bien falloir accepter, vous allez rentrer naturellement dans la salle, vous ne pouvez pas commencer à vous angoisser de savoir où vous allez être, vous allez juste accepter votre destin avec ça. C'est assez particulier, donc il va peut-être falloir se pencher, pour aller regarder les autres et récupérer leur langage non verbal comme ça. C'est pas idéal, voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'il faut essayer de ne pas trop regarder les recruteurs. Il faut essayer de on cherche pas leur approbation à eux, ni leur feedback. Il faut essayer de faire comme s'ils n'étaient pas là, sauf qu'ils sont pile devant vous. C'est un petit peu antinaturel comme chose. Voilà. Hem OK, eh bien, il n'y a pas d'autres questions de clients. Les clients ont été bien formés, les clients ont bien étudié et donc ils n'ont pas beaucoup de questions. Donc ça, c'est cool. Très bien. Eh ben, merci à tous. Alors, je vais m'engager du coup dans une petite présentation qui va pas durer très longtemps, rassurez-vous tous, hem et heu voilà, qui va en fait vous expliquer comment on approche, pourquoi on a tous nos cours différents et pourquoi on a les cours, classiques, enfin les cours, principaux et les cours partie 2, comment ça se goupille tout ça, comment ça fonctionne et vous aurez et donc comme ça vous comprendrez. Allez, j'y vais. Alors, il faut que j'appuie sur un bouton, sinon ça marche pas. Voilà, très bien. Donc je pense que vous voyez et il faut que je propre, puisque là, il y a un petit décalage qui n'était pas prévu et voilà. Alors, donc très bien. Donc ça, c'est nous. Voilà. Ça, c'est moi, vous me connaissez. Donc si vous ne me connaissez pas, donc je suis Guillaume Debauchez, j'ai un petit truc là qui dépasse. Je suis comme un chef d'orchestre, hein, quand je fais ces trucs-là, c'est assez compliqué à faire. Bon, peu importe, donc voilà, vous me connaissez, je suis un ancien, pilote British Airways, ancien commandant de bord Emirates et j'ai été recruteur donc là-bas pendant plusieurs années et donc je suis revenu, en France de la suite de cette carrière qui pour moi s'est terminée parce que ça a été la fin du covid et puis, j'ai eu des circonstances familiales qui font que ça devient trop compliqué maintenant d'être expatrié et j'ai toujours eu cette passion pour le recrutement. À partir du moment où j'ai été, recruteur, j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais pu voir, qui m'avait surpris, émerveillé, on va dire, et envie de vous apprendre, comment faire pour arriver à vraiment tirer le maximum de votre potentiel. Voilà ce qu'on fait, rapidement, donc je vais passer au slide d'après, voilà. Pour vous dire alors attendez, il faut absolument que j'arrive à changer, ce petit truc là qui voilà, qui n'est pas au bon endroit. Très bien. Donc on a 3 catégories de candidats. Ça, c'est très important pour vous de le comprendre. On a, des candidats, qui sont, on va dire, considérés comme les meilleurs, mais c'est pas forcément le cas, en fait. 25 des candidats vont réussir à peu près toutes les sélections, qu'ils vont approcher. C'est des candidats qui sont déjà bons techniquement, c'est vrai, ils vont être, plutôt rapides et cetera, ils comprennent vite, mais c'est aussi des candidats qui sont beaucoup préparés. Ils ont tendance à bien se préparer quand ils se présentent et puis c'est des candidats qui naturellement comprennent la personne, en face d'elles, comprennent, ce qu'elle recherche, qui vont droit au but dans leurs explications et ceux-là finalement ils avouent pas, volontairement, trop de défauts. Ils savent se vendre en fait, voilà. Donc eux, c'est des bons pilotes, ils savent se vendre et en fait, ça fera pas de meilleurs éléments dans la compagnie aérienne, mais par contre, ils vont juste réussir leur sélection à chaque fois qu'ils vont y aller, et ça va être vrai pour la première sélection, pour la deuxième, mais aussi pour les sélections en interne, en compagnie. Donc c'est des gens qui vont s'appuyer sur ce côté naturel qu'ils ont de réussir et leur carrière va finalement prendre un cheminement, ascendant, qui va jamais s'arrêter. Puisque je vous rappelle que dans le recrutement, il n'y a pas juste le premier recrutement, mais il y a aussi tous les autres que vous allez faire après, qui peuvent vous amener, si vous les réussissez tous, à devenir chef pilote, hein. Donc chef pilote, c'est, voilà, c'est le bâton de maréchal, hein. C'est un job, super intéressant et cetera. Donc ça pourrait même, dans certaines compagnies, vous amener, carrément à la direction générale. Voilà, donc il y en a 25 qui vont, tout le temps réussir. Ensuite, si ma souris veut bien, voilà. Ensuite, on en a 50
qui vont réussir s'ils ont un bon jour, en fait, on va dire. Si les choses s'alignent, si les questions qu'on leur pose sont des questions auxquelles ils avaient préparé des réponses, si les recruteurs leur donnent une sorte de feedback non-verbal qui leur fait se sentir en confiance, si les planètes s'alignent, s'ils ont bien dormi, voilà. Et si la phase de recrutement était propice, avec beaucoup de personnes qui réussissent en ce moment, eh ben, ceux-là, ils vont réussir aussi sur un bon jour. Mais ils ne vont pas forcément se sentir très bien pendant l'exercice, et ils vont se demander s'ils vont réussir, puis ils vont réussir, finalement, ils vont finir par réussir. D'accord? Donc, c'est sur ces candidats-là, nous, qu'on intervient, on va dire, le plus, et c'est là qu'on transforme vraiment la vie des gens, parce que ceux-là, quand ils finissent par comprendre, en conceptualisant et ensuite en vivant ce que les premiers 25% avaient compris de manière innée, eh ben, ils obtiennent les mêmes résultats. Et après, ils obtiennent ces mêmes résultats toute leur vie, finalement. Voilà. Et on a ensuite une troisième catégorie, on va dire, de candidats qui vont un petit peu tout le temps galérer. Et eux, il va falloir que quelque chose de fantastique se développe en eux, qu'ils aient une expérience, on va dire, quasi spirituelle pour changer leur façon de voir les choses. Ou bien, il va falloir que le marché recrute énormément. Il va falloir qu'ils aient parfois peut-être un peu de chance. Et au final, si vous regardez ça, vous comprenez que c'est un peu logique parce que 25% de personnes qui réussissent une sélection de compagnie aérienne en moyenne, sélection de grande compagnie. Quelque part, c'est comme de dire que seulement 25% des pilotes qui ont une licence sont suffisamment bons pour piloter dans une grande compagnie aérienne. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Donc voilà. Donc vous comprenez qu'après, une fois qu'on a bien travaillé cette dernière compétence, qui est en fait la compétence de recrutement, de savoir se faire recruter, et bien évidemment, 75% des gens ont vocation à réussir. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on a nos... Ah, dommage, j'ai une petite animation et ma tête est pile devant. Voilà. Donc, on a nos cours principaux qui... Ah, là, il faut que je décale ce truc. Il faut que je décale ce truc légèrement. Une seconde, les amis. Voilà, il faut que je dézoome ça un peu pour que vous le voyez. Donc, en gros, on a nos cours principaux avec Advanced Interview Course. Ensuite, il y a le CV Cover Letter Course. Ensuite, il y a le Sim Preparation Course dont vous n'aurez pas besoin, sauf si vous allez au SIMU en tant que pro chez Air France ou bien si vous allez au SIMU chez Hop. Et on a le English Proficiency Course qui est un cours qui est nécessaire pour les candidats qui vont passer des compagnies, des sélections en compagnie. Donc, on a vraiment 4 cheminements. Le premier cours sur lequel il faut commencer, c'est Advanced Interview Course qui vous apprend comment comprendre ce qui se passe derrière la scène d'un département de recrutement. Et en comprenant la personne qui est en face de vous, vous allez arriver à lui donner ce qu'elle veut. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus important ça que de travailler de manière scolaire sur les épreuves. Il faut faire les deux, hein, mais c'est beaucoup plus important ça. Voilà. Ensuite, Advanced Interview Course. Donc ça, on me pose souvent la question, parce que c'est compliqué d'expliquer ce qu'il y a dedans. Donc c'est notre cours numéro 1 avec, alors il y a 8 modules, mais en fait, il y a certains modules qui sont tellement importants qu'on dans cette présentation, il y a 10 modules d'apprentissage, on va dire, qui sont le recruteur, la recherche compagnie, le mindset, les tests psychotechniques, comment s'y prendre, les challenges opérationnels, les concepts de CRM, l'entretien de groupe, le questionnaire de personnalité, apporter de bonnes réponses aux questions difficiles, et puis ensuite donc travailler sur et ensuite évidemment les techniques de gestion de l'entretien. Voilà, donc ça c'est important et ça amène, on va dire, le recruteur dans cette espèce de funnel, on dit en anglais, de cette espèce d'entonnoir positif qui va amener à la décision. Petit à petit, le recruteur va valider, et à la fin, il va être satisfait, il va finir par recruter la personne. Donc, Advanced Interview Course, il marche pour toutes les compagnies du monde, y compris Air France. Il est suffisant à lui tout seul. Il n'y a pas besoin de prendre autre chose, à vrai dire, à part peut-être le CV Cover Letter Course dont on parlera. Et le Air France Partie 2, il est là pour vous faire gagner du temps surtout. Mais les concepts de Air France Partie 2, ils sont inclus à l'intérieur de Advanced Interview Course à la base. Voilà. Donc, ensuite, le CV Cover Letter Course, alors c'est un cours qui est hyper important et je me permets de mettre ça dans notre présentation aujourd'hui parce que cette lettre de motivation, le recruteur l'a devant lui, c'est hyper important que vous ayez préparé ça correctement. Tout à l'heure, je parlais avec un candidat, j'avais un candidat en one-to-one, j'en ai eu un aussi hier, et les lettres dans les deux cas étaient, on va dire, il y avait un manque de recherche qui se voyait. Les candidats avaient trop parlé de certaines choses d'eux-mêmes qui laissaient penser soit une forme de fierté par rapport à quelque chose qu'on comprend, je veux dire, mais il lui fallut parler de ce qu'Air France représente pour eux beaucoup plus, par exemple. Donc, cette lettre, avoir une lettre forte, c'est comme avoir un temps d'avance et commencer dans une ambiance positive, c'est très important. Voilà.
Donc, par la suite, on a nos cours partie 1 et partie 2. Donc là, on a un iceberg, si vous voulez, avec la fondation qui est Advanced Interview Course. Et au-dessus, Advanced Interview Course et aussi le cours de CV et de lettres. J'espère, je crois qu'il y a une animation qui va jouer. Voilà. Donc, c'est nos cours principaux qui sont là. Advanced Interview Course, CV Coordinator Course, Sim Preparation and English Proficiency pour ceux qui en ont besoin. Et au-dessus, on va avoir les cours spécifiques à certaines grandes compagnies qu'on a décidé, sur lesquelles on a décidé de travailler, Air France, British Airways, Low Cost Irish Airlines et Wizz Air. Donc ça, c'est cours fondation. Alors, quand je dis qu'ils suffisent à eux-mêmes, en fait, il y a d'autres cours qui existent sur le marché. Ces autres cours, ils ne font que ça. Ils font même pas la fondation, d'accord? Ils font que ça, et même là, ils le font, on va dire, avec beaucoup moins de profondeur. Parce que nous, tous nos cours, ils se placent toujours du point de vue du recruteur. D'accord? Donc, dans tous ces cours, alors, je regarde à côté parce que j'ai mon écran de contrôle à côté. Et donc, il y a en général, toujours d'ailleurs, un e-book, les 7 secrets pour réussir la sélection Air France dans ce cas, qui est dans la partie gratuite. La partie 1 est gratuite et la partie 2 est payante. Une partie sur l'histoire de la compagnie et sa culture, une partie sur les finances de la compagnie et comment elle fonctionne, sur sa flotte, sur son réseau, des fiches qui résument comment se passe les sélections, tout ça, vous le savez déjà, mais il y a surtout, et vraiment dans Air France partie 2, le déroulé de toutes les épreuves en détail, donc il n'y a pas seulement des fiches, mais aussi le déroulé de toutes les épreuves en détail, de telle manière à pouvoir vous préparer, en plus d'avoir fait la fondation, de manière maintenant, on va dire, plus scolaire, et en ayant les deux ensemble, et ben, finalement, vous ne pouvez pas faire mieux, et vous arrivez vraiment, vraiment bien préparé. Voilà. Et il y a aussi, on y met aussi tous les rapports annuels, tous les documents qui sont un peu parfois compliqués d'aller trouver sur Internet. Le rapport annuel d'Air France faisant partie de cela, puisqu'ils appellent ça, c'est un document d'enregistrement universel. Voilà. Donc j'espère que ça vous clarifie un petit peu notre mode de fonctionnement. On va revenir très rapidement à vos questions. Ah oui, voilà, donc on a un pack Air France aussi, donc qui lui, donc, alors, on a mis 3 cours dedans. Il y a Advanced Interview Course, Air France partie 2 et le CV Coordinator Course. Ça fait le pack Air France. Il y a ma tête qui est en plein dans le chemin, formidable. Voilà. Et je crois que ça va vous donner un code QR quand ce sera terminé. Voilà, vous pouvez le scanner, on pourra le remontrer sur la fin. Le but ici, c'est de rapidement revenir sur vos questions. Voilà. OK, et ici, alors là, vous pouvez par contre flaguer ce petit code-là, parce que lui, il y a une série d'une dizaine de vidéos où on réexplique tout ça en détail, où je parle sur la caméra et je vous réexplique comment on fonctionne et pourquoi on fait ce qu'on fait. D'accord? Donc si vous voulez, vous pouvez scanner ça. Voilà. OK. Ensuite, on a des services optionnels. Ouais, je voulais vous en parler de ça. Et là, je faut vraiment que j'enlève ma tête pour le coup. Ouais, je crois que je vais l'enlever complètement. Attendez, je vais me faire toute petite tête. Voilà. Donc, dans Advanced Interview Course, il y a inclus donc le questionnaire CSPF, le fameux questionnaire de personnalité dont vous avez absolument besoin pour vraiment avoir une bonne anticipation des questions difficiles qu'on est susceptible de venir vous poser. Air France utilise un questionnaire de personnalité qui s'appelle le SOSI, nous on utilise le CSPF, ils sont similaires et même s'ils ne sont pas pareils, mais le feedback qu'on a, c'est que les candidats qui sont venus avec nous, sur lesquels on a vraiment analysé leur questionnaire de personnalité, enfin on analyse pour tous et on donne un feedback à tous, et ben, on a pu leur dire là où on pensait que les questions allaient tomber, et le feedback c'est qu'à chaque fois, oh mon Dieu, les questions difficiles, elles sont vraiment tombées là où c'était prévu. C'est pas un hasard, c'est normal, parce que nous, contrairement à d'autres, alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient encore relativement jeunes là maintenant sur ce marché, qui ont vu ce qu'on faisait, maintenant ils proposent des questionnaires de personnalité, sauf que le nôtre, c'est un questionnaire officiel, on peut vraiment se fier dessus, et il y a toute une technique de débriefing, il faut être formé spécifiquement par les personnes de chez CSPF pour avoir non seulement le droit de les débriefer, mais aussi savoir comment s'y prendre, travailler avec leur psychologue, et c'est ce qu'on a fait nous, et on fait des débriefings qui sont vraiment qui apportent beaucoup aux gens. C'est le feedback que je pense que vous verrez que les gens nous donnent de nos prestations sur Discord. C'est vraiment très important, ça aide énormément. Après, donc on a tout le reste, c'est des services qui sont optionnels. Donc ceux que je peux vous lister, dont je vais parler là, c'est le groupe Interview Practice. Ça, on le fait environ une fois par mois. Il n'y en aura pas en août, mais on en fait une fois par mois sur Zoom. Et au moment de l'enregistrement, ça coûte 79 € et c'est 8 personnes maximum. Ça, c'est pratique, c'est efficace, pas besoin de se déplacer. Dans le cadre de partie 2, vous pouvez faire un entretien. Maintenant, on l'a mis, c'est un entretien donc classique, puisqu'on n'a pas le questionnaire de personnalité, avec les questions types qui tombent, et on vous fera un entretien du mieux qu'on peut avec ce qu'on a pour ça. Sinon, il y a l'entretien dans le cadre d'Advanced Interview Course,
l'entretien one-to-one, qui est celui que j'ai fait aujourd'hui, hier, pour des candidats, où là, on passe 2 heures ensemble à vraiment aller dans le détail de tout, et on a le CSPF, donc là, c'est top, parce qu'on arrive vraiment à apporter des questions spécifiques et pertinentes pour ce candidat en particulier, typiquement les questions que le ou la psychologue va avoir envie de poser à la fin de votre entretien Air France ou autre. Voilà, et dans le cadre du CV Collaborateur Course, on a aussi une revue de CV où une revue de lettres en fait, où si vous avez fait tout le travail qui est nécessaire à l'intérieur du cours, eh ben, on va aller plus loin et on va se mettre à l'écran pendant 1 heure lors d'une prestation et on va réécrire votre lettre ensemble pour que vous ayez une chouette lettre à la fin. Voilà, donc je pense qu'on est au bout et ça, c'est pas la peine. Et donc, je vais revenir devant vous et je vais lire vos questions. Voilà. Vous êtes tous encore là. C'est gentil, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop d'informations ou trop de parlotte. Et j'en reviens à comment on peut faire une bonne rétrospective de performance. Voilà, je crois que j'avais une personne dont le prénom, je ne vais pas trahir vos noms, donc je vais faire attention, dont le prénom commence par J, qui me dit « Merci pour ce webinaire ». Oui, donc voilà, Air France tient souvent le discours. Vous devinez pilote avant de devenir pilote chez Air France. Comment vous positionnez là-dessus à l'entretien individuel? Faut-il détailler des plans B, C, D? Alors, Air France a bien raison de dire ça. Je pense que ce qu'ils ont envie de voir, ils ont envie de s'assurer que vous avez toujours voulu faire ce métier. Alors, Air France a cette particularité qu'ils insistent vraiment beaucoup sur cette cohérence de parcours. C'est très spécifique à eux, ça, quand même. Parce que moi, là où j'ai recruté, et je sais que c'est pareil chez British Airways, où je connais beaucoup de monde, en fait, on se focalise de savoir est-ce que vous serez capable de faire le job demain. Voilà. Et on se dit que si vous faites le job demain, pendant un certain temps, un certain nombre d'années, alors c'est vrai que chez Emirates, les gens, ils ont vocation à ne pas y rester toute leur carrière. Quelque chose d'ailleurs que moi-même, je n'avais pas vraiment mesuré quand j'y suis allé. Mais c'est la seule chose qu'on valide finalement. Mais chez Air France, ils rajoutent cette couche qui est qu'on veut que vous ayez eu depuis tout petit, pratiquement, ou pas loin, cette passion brûlante pour le vol et pour le fait d'être pilote et le fait d'être pilote de ligne. Voilà. Et si vous l'avez eu sur le tard, il va falloir bien s'expliquer, bien expliquer tout ça. Et donc, sur cette base-là, si vous avez voulu être pilote de ligne toute votre vie, finalement, aller chez Air France, ça va être un plus dans votre vie, évidemment, ça va être une sensation de succès formidable, mais ça ne va pas être nécessaire, c'est-à-dire pour continuer. Vous allez continuer coûte que coûte. Et pourquoi pour Air France, quel est le raisonnement derrière tout ça? Le raisonnement, il est assez simple de la part d'Air France, derrière tout ça, c'est que pour eux, ils vous recrutent pour la vie, en fait. Et ils payent votre QT aussi. D'ailleurs, c'est le cas de British et d'Emirates, mais ils payent votre QT. Et pour les cadets, ils vont faire même plus que ça. Donc, pour eux, il faut que vous restiez. Et c'est quelque chose que vous ne savez pas si vous n'êtes pas pilote aujourd'hui, mais c'est que c'est un boulot qui est très dur, le boulot de pilote de ligne. Et il est dur probablement pas de la manière avec laquelle vous imaginez. J'essaie d'enregistrer des vidéos pour l'expliquer. C'est pas évident d'enregistrer dans un format court la difficulté de notre métier, mais c'est un métier qui coûte, en fait, si on veut résumer. C'est-à-dire que c'est pas tant le coût financier du début de la formation si vous devez la payer, mais c'est un métier qui coûte aussi familialement. C'est un métier où il y a beaucoup de sacrifices, finalement. C'est un métier qui coûte au niveau physique, qui coûte au niveau fatigue. C'est un métier de vocation, vraiment, un métier passion. Et c'est parce qu'on a cette passion qu'on arrive à tenir et à se remotiver pour le prochain vol, même si le dernier nous a beaucoup fatigués, même si on vient de rater la période de Noël, ou même si ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu partir en vacances pendant l'été. Alors, chez Air France, je suis sûr que c'est bien mieux fait que ça et que les gens arrivent quand même à avoir des vacances, mais dans beaucoup de compagnies, en particulier des compagnies de charter ou low cost, la période d'été est très dense. Et là, pour plusieurs années, ça risque de ne pas être possible de partir en vacances avec votre famille du 1er au 15 août, vous voyez, ou bien ce sera une fois tous les 3 ou 4 ans. Et donc tout ça, ça peut poser des problèmes familiaux. Voilà. Donc, eux, ils veulent s'assurer que vous ayez cette passion. Et s'ils la sentent fort, ils vont se sentir bien par rapport à ça. Et souvent, vous allez voir qu'il y a des candidats qui reviennent de leur débriefing après un échec, donc, et qui vous disent « ils m'ont dit que j'étais pas motivé ».
Ils comprennent pas. Parce qu'eux, ils rêvent d'avion depuis tout petit, donc forcément, ils sont motivés. En plus, il y en a, ils ont payé les 90, 100, 110, 120 000 euros qui est nécessaire à leur obtenir leur licence. Et malgré tout ça, alors que ça, c'est une preuve quand même de motivation, on leur dit que leur motivation n'a pas été suffisamment claire. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à la prouver réellement. Effectivement, aller en école de pilotage, c'est une preuve, mais Air France attend plus que ça. Et c'est aussi ça qu'on apprend dans Air France Partie 2 en particulier. Et c'est aussi pour ça que vous devez connaître votre entreprise, connaître sa stratégie et qu'elle vous fasse rêver, pas seulement sur la carte postale, mais aussi par des actions qu'elle a prises, que vous pouvez trouver dans le rapport annuel et ailleurs, que ça vous parle, ce qu'elle fait, d'accord? Et ça doit transpirer de tout ce que vous faites, du début de la lettre jusqu'au dernier moment où vous quittez la salle d'entretien. Ok, donc effectivement, donc l'idée, c'est pas de parler de plan B, C ou D. L'idée, c'est de dire, moi, je vais être pilote de ligne avant tout. Je veux rentrer chez Air France parce qu'Air France, c'est la compagnie dans laquelle je veux rentrer avant toutes les autres. Mais si je peux pas rentrer chez Air France en premier lieu, eh bien, j'irai dans une autre compagnie en premier lieu et je retenterai ma chance chez Air France autant de fois que nécessaire. C'est tout simple. Voilà. Bien. J'espère avoir répondu. Doit-on se porter volontaire tout le temps? Est-ce bien vu lors des entretiens individuels de passer le même jour que les épreuves de groupe? Alors, il y a deux questions. Alors, il va falloir que tu me précises, s'il te plaît. Doit-on se porter volontaire tout le temps? Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Se porter volontaire quand on est dans le cadre des épreuves de groupe. Non, parce que volontaire, ça peut. Je l'aurais compris, je l'ai compris dans le sens est-ce que je dois postuler tout de suite dès que je peux chez Air France et qu'il n'y ait pas d'interruption dans ma postulation et donc être volontaire. Bon, je l'avais mal compris. Ok. Il faut être volontaire de manière raisonnable. C'est-à-dire que s'il y avait un tableau blanc et que vous avez envie d'y aller parce que vous pensez que vous avez envie de dessiner quelque chose qui va être utile au groupe, bah, vous allez y aller vous-même. Si on vous propose, parce que vous êtes le leader naturel du groupe d'une certaine manière, de présenter les choses pour faire un résumé, bah, on va vous le proposer, vous allez le faire. Il faut être raisonnablement volontaire. Voilà, être trop volontaire, ça peut aussi enlever l'opportunité d'une autre personne de pouvoir montrer ce qu'elle sait faire. Et s'il y a une façon de voir les entretiens de groupe, vraiment la plus simple, c'est de se dire, imaginez que vous êtes dans le canot de sauvetage d'un bateau qui vient de faire un naufrage, d'accord? Vous êtes ensemble en train de survivre et vous êtes là pour vous serrer les coudes, quoi, hein. Vous avez ça en commun, vous avez cette aventure commune que d'être là et d'essayer de survivre et de vous aider. Voilà. Donc si vous avez l'opportunité de faire briller l'un de vos camarades, eh ben, c'est génial ça. Alors, est-ce bien vu lors des entretiens individuels de passer le même jour que les épreuves de groupe? Non, pas spécialement. Ça, je vois pas en quoi ça pourrait jouer. Euh, je pense que pour ça, franchement, c'est plus dur de passer le même jour. Mais si c'est ce que le destin a organisé pour vous, acceptez votre destin, ne résistez pas. En gros, soit vous vous mettez d'accord d'abord, hein, soit ben, vous discutez avec les autres. Si les autres ils habitent tous en province et que voilà et que vous êtes le seul Parisien, etc. Bon ben voilà. Ou bien si tout le monde est dans l'hôtel juste à côté et que ben, vous êtes le seul justement qui est parisien qui doit aller à l'autre bout de la ville. Enfin, bon, même si vous êtes parisien, d'ailleurs, je vous recommande de loger à l'hôtel. Il y a 3 hôtels juste à côté, donc je vous recommande de loger à l'hôtel, de ne pas vous taper les transports en commun. Donc ça, pareil, ça se fait de manière naturelle. Et puis, il y a un avantage à passer tout de suite. Passer tout de suite, c'est fait. Voilà. Ok. Si vous êtes bien préparé, ça ne fera pas tant de différence que ça, normalement, hein. Voilà. Alors, bonjour, oui. Dans un groupe où il n'y aurait que des FO ou des pilotes pro sans première expérience, comment gérer le leadership? Alors, mon cher première lettre F, il faut que tu me précises ton parcours, s'il te plaît, pour que je comprenne comment orienter ma réponse. Monsieur J, comment présenteriez-vous aux entretiens sans expérience aéronautique? Comment montrer son intérêt pour le métier? D'accord. Eh bien, je pense qu'au vu de ce que j'ai expliqué avant, il va falloir que tu le prouves, tout simplement. Alors, aussi par rapport au fait de la vocation. S'il y a une chose que les compagnies aériennes, surtout quand elles recrutent des cadets, ne veulent pas, c'est que les personnes viennent dans ce métier pour les mauvaises raisons. La mauvaise raison numéro 1, dominante vraiment, c'est de venir pour le package, quoi. Donc si c'est ça,
Quelqu'un qui vient pour la mauvaise raison risque de pas aimer cette carrière et finalement, au bout de 10 ans, de dire bon bah j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de me lever à 4 heures du matin ou j'en ai marre d'être tout le temps fatigué en faisant du long courrier. J'en ai marre de pas être là pour Noël. Donc il faut donc voilà, quelqu'un qui vient que pour le salaire resterait de rester que pour le salaire et ça va pas. Donc faut venir pour une bonne raison. Alors, quand tu dis que, pardon, sans expérience aéronautique, donc ton intérêt pour le métier, bah, il faut que tu le prouves en fait, hein, tout simplement. Donc si je sais pas quel âge tu as, mais si tu as 40 ans, que tu as un grand intérêt pour le métier de pilote de ligne, mais que tu n'es jamais allé dans un aéroclub, on va quand même s'interroger. Donc là, va falloir expliquer qu'on t'ait dit que c'était impossible pendant ton enfance, pendant que le conseiller d'orientation a confirmé cela, peut-être à cause d'un niveau légèrement insuffisant en maths, qu'ensuite ben, tu t'es lancé dans une autre carrière et qu'ensuite tu as eu des enfants et que ça n'a pas été possible. Enfin, il y a un moment, le fait que passer un certain temps, un certain laps de temps, tu n'aies pas trouvé les réponses à l'équation de savoir comment faire pour atterrir dans un cockpit, on va finir par s'interroger quand même. Donc il faudra que tu aies la réponse à ça. Ça, c'est des choses dans lesquelles on peut travailler en consultation avec les clients d'Advanced Interview Course et même dans le cadre de partie 2 si nécessaire. Donc en gros, alors je sais pas non plus quel âge tu as, monsieur J, et si tu es très jeune et que tu n'as pas encore jeune, encore dans tes 18 à 22-23 ans et que tu n'as pas d'expérience de pilotage du tout, bah, forcément, si tu as vraiment un intérêt pour le métier de pilote de ligne, bah, je sais pas, tu allé à des meetings aériens, tu as construit des maquettes, tu as ton BIA, tu as fait, quelques petites choses quand même, du planeur, je ne sais pas, voilà. Sinon, il va falloir aller chercher au plus profond de toi, de savoir d'où il vient ce rêve. Est-ce que c'est juste parce que tu as un ami pilote de ligne qui t'a dit que c'était sympa et que tout d'un coup, ben, tu te réveilles à ça? Bon, ça peut être ça, hein, au final. Après, ça peut faire une expérience spirituelle pour toi et que tout d'un coup, tu penses plus qu'à ça. Ben, très bien. Euh, mais voilà, il faudrait qu'il y ait quelque chose quand même que tu puisses développer, quoi. Euh, alors, alors, garder la structure. Oui. Une autre question, que faut-il comprendre quand je dis qu'il faut garder la structure lors des entretiens de groupe? Donc ça, c'est une question de l'intérieur d'Advanced Interview Course. Bah, en fait, c'est que... Alors, une petite seconde. Donc, je comprends pas ce que tu n'as pas compris là, en fait. C'est-à-dire que on explique assez clairement que l'objectif de l'entretien de groupe, en gros, c'est une façon de se faire une idée de qui vous êtes en tant que personne, de voir comment vous communiquez, l'utilisation des mots, et de voir comment vous structurez vos pensées pour atteindre un objectif. Comment vous structurez vos idées, comment vous structurez un exercice afin d'atteindre un objectif avec une contrainte de temps. Donc, pour structurer, il faut faire un plan, définir des priorités. Donc, une fois que vous avez défini ces priorités, il faut se tenir à ces priorités. C'est ça que je veux dire dans garder la structure. Vous avez défini un plan, se tenir au plan. Est-il pertinent de réécrire une lettre de motivation à fournir pour l'entretien qui soit différente de celle téléchargée sur l'espace candidat? Comment peut-on le justifier? Oui, c'est pertinent si elle ne répond pas à ce qu'on vous enseigne ici, qui est une technique qui est très simple en fait finalement. Parce que si cette lettre va vous desservir, ben, c'est dommage d'en rester là. Et vous pourriez le justifier tout simplement en disant voilà, j'ai réécrit ma lettre parce que à la relecture, je me suis rendu compte que je pouvais l'améliorer. Et aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ma vie. Et donc, il m'a semblé que ce soit le minimum que je vous écrive la meilleure lettre que je puisse écrire. Et sur le moment, quand je l'ai écrite, j'étais tellement dedans que je ne me suis pas aperçu qu'il y avait certaines choses que j'aurais pu mieux vous expliquer. Voilà, tout bêtement. Alors, si le rêve de devenir pilote, motivation, voilà. Si le rêve de devenir pilote est venu beaucoup plus tard, comment peut-on l'expliquer? Bah, là, je peux pas vraiment, bon, moi, je suis dans le cas où ça m'est venu très tôt et après j'ai dû abandonner cette carrière parce qu'on m'a dit que c'était pas possible et finalement, quand je me suis rapproché un jour d'un aéroclub parce que j'habitais, non loin alors que c'était pas le cas avant, j'ai rencontré des pilotes et là, c'est revenu très vite, le fait que ce soit possible, ça m'a bouleversé, quoi. Ça, c'est mon histoire. Il va falloir expliquer à quel moment tu as été bouleversé finalement et pourquoi. C'est vraiment spécifique à Air France, quoi, qu'il faille qu'il y ait cette cohérence par rapport à ça, quoi. Donc là, je n'ai pas forcément une réponse complète et parfaite, parce que si ton rêve il est arrivé trop tard, ben,
Tu as le droit, franchement, chacun a le droit de se mettre à rêver de choses différentes, mais je crois que dans ce cas, il va tout simplement falloir que ça se sente, quoi, que c'est un truc qui domine ta vie maintenant, quoi. Et il va falloir voir que à partir du moment où tu l'as eu, cette réalisation, ce rêve-là, tu as absolument tout fait pour. Voilà. Parce que si tu y es allé qu'à moitié après avoir eu ce truc-là et que tu as déjà un âge avancé, là non plus, c'est pas cohérent. Alors, je suis pris en liste secondaire. Sais-tu le pourcentage de chances d'être appelé à partir de quand commencer Advanced Interview Course? Alors, le pourcentage, ben oui, de ce que je sais, la liste secondaire, la plupart des personnes sont appelées. Il y a tellement de personnes qui viennent vers nous et qui sont en liste secondaire et qui reçoivent leur invitation pour les petits deux, que moi je dirais que presque tout le monde le sera. Mais alors, je suis pas dans le secret des dieux, malheureusement. Mais je pense que c'est bien d'être dans la liste secondaire. Voilà. Ce qui se passe en liste secondaire, je pense, c'est qu'il y a une chance plus importante de se retrouver au SIMU, à mon avis, ce qui n'est pas un problème. Donc, quand vous êtes au SIMU, après, vous pourrez prendre notre cours Sim Preparation Course. Le taux de réussite est pour l'instant de 100% pour les personnes qui ont pris le Sim Preparation Course. Donc, bon, on n'a pas beaucoup de personnes non plus qui sont allées au SIMU. Hein, c'est que ça reste quand même assez rare. Mais voilà. Et le scénario de SIMU de la France est très, très sain, très bien fait. Bon, si on s'y prépare, il n'y a normalement pas de problème. Voilà, bien, bien, bien. Et donc, quand commencer Advanced Interview Course? Alors, je dirais que commencez-le le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que Advanced Interview Course, c'est un cours qui est profond. On l'a fait le plus compact possible, il y a 13 heures de cours dedans. En salle de classe, ça met 2 jours. Mais en 2 jours, les élèves, ils sont un peu sonnés sur la fin, parce que c'est beaucoup de concepts, en fait. On a mis d'où l'intérêt du e-learning. Et les ATO qui sont partenaires de nous, ben, donc on donne aussi le e-learning pendant un mois après, parce que les élèves ont besoin de revisionner. Ça met du temps à décanter, en fait, tout ce qu'on a appris. Il y a des choses à apprendre par cœur, il n'y en a pas beaucoup. Par cœur, c'est les compétences clés, les compétences, tout ça, il faut les apprendre, parce que il y a des concepts de CRM, il faut les apprendre. Si vous sont étrangers, il n'y a pas autre chose à faire que d'apprendre ça, hein, comme tout pilote de ligne. Des modèles de décision, des choses comme ça, tout ça, il va falloir les apprendre. Et pour que ce soit naturel et que vous n'ayez pas besoin de les chercher dans votre cerveau, ça met un certain temps. Ensuite, pour arriver à trouver de bons exemples, pour pouvoir illustrer votre motivation, votre carrière, eh ben, ça met aussi du temps. Et souvent, on se réveille le matin avec «Ah bah tiens, je pourrais mettre ça sur ma fiche d'expérience», et clac, on va le mettre sur la fiche d'expérience. Donc je dis souvent, 1 mois, c'est bien, 2 mois, c'est mieux, le plus longtemps possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et si vous êtes à 1 semaine, vous y prenez un peu trop tard, et là, on vous dira, alors soit vous achetez sur le site et on va pas vous dire non dans ce cas-là, mais si vous nous contactez et que vous êtes à 1 semaine, on va probablement vous dire que c'est trop court. Déjà, rien que pour organiser le CSPF, on l'a fait, hein, on l'a fait, mais il fallait juste parler avec le candidat, et que le candidat, eh ben, il nous dise qu'il est 1 semaine où il puisse faire que ça. Puisque finalement, si on le délivre en 2 jours en ATO, le candidat tout seul peut aussi le faire en 1 semaine, mais il faut qu'il fasse que ça dans ce cas-là. Voilà. De rien. J'entends souvent la question qui ressort après. D'accord, tu m'as remis la question comme je t'avais demandé, c'est très gentil. Alors, je suis first officer depuis 1 an et demi dans l'aviation d'affaires sur Light Jet, et ta question était. Garder la structure, et ta question d'avant c'était. Que faire si, dans un groupe où il n'y avait que des first officers ou des pilotes sans première expérience, comment gérer le leadership? Alors, et ben, en fait, l'idée, c'est pas d'être le leader, du groupe. D'accord? Le leader, déjà, prend du risque, beaucoup de risques, et l'idée, c'est pas d'être le leader du groupe, le leader, on va dire, dominant sans cesse du groupe. L'idée, c'est, d'essayer de faire circuler ce leadership de telle manière à ce que chacun ait l'opportunité de pouvoir participer. Et si une personne est vraiment en dessous, d'essayer de la ramener la personne qui est en dessous, et écoutez-la par la suite, hein. Beaucoup de personnes savent qu'il faut ramener une personne qui ne parle pas, et une personne qui ne parle pas, ça se voit comme l'oignon au milieu de la figure. Mais après, il faut arriver à la ramener, mais vraiment à la ramener sans non plus le mettre mal à l'aise ou la mettre mal à l'aise en lui offrant de faire des choses alors qu'on voit qu'elle n'est pas prête, mais en allant chercher ces informations. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu nous dirais sur ça? Et par contre, après, se taire et écouter ce que la personne dit. Donc moi, ce que je dis, c'est se positionner naturellement.
peu importe finalement dans l'entretien de groupe que les personnes aient des expériences de pilotage ou non, parce que le scénario qui est donné, la banque, l'ONG, tous ces scénarios qui sont donnés là, ils n'ont pas grand-chose à voir avec le fait d'avoir de l'expérience dans un avion finalement. Donc voilà. Très bien. J'étais au Psy 2 il y a 5 ans, ajourné pour manque de motivation. Voilà, on vient d'en parler. Hein. Est-il judicieux de valoriser tout ce que j'ai fait depuis pour démontrer ma motivation? Oui, et de faire ce que j'ai dit précédemment, qui est de documenter beaucoup mieux ce que tu connais de la compagnie. Même si la question ne va pas être posée, ça se sent, si la personne est motivée, ce qu'elle a mis en place. Effectivement, ce que tu as mis en place dans ta vie depuis, et ce que tu as mis en place, moi, pour connaître Air France encore mieux. Voilà. Des preuves. Un recruteur veut des preuves, pas juste quelqu'un qui balance des superlatifs dans sa lettre, ou quand il parle et qui utilise beaucoup de mots pour ne pas dire grand-chose. Il y a quelqu'un qui utilise un nombre de mots raisonnable pour dire quelque chose de précis. D'accord, reconversion tardive à 47 ans. Très bien. Bah, écoute, tu l'as réussi ta reconversion puisque tu es dans l'aviation d'affaires sur Lightjet. Donc voilà. Ok, ensuite. Très bien, j'ai répondu apparemment. Doit-on gérer le chrono? Y aura-t-il des rappels? Ah non, non, il n'y a pas de rappel. Hein, donc le chrono, il est conseillé de venir. Alors moi, j'aime bien l'idée d'une montre en plastique parce que ça fait un peu moins comme si vous étiez préparé de manière spécifique, même s'il est évident que vous l'êtes. Venir avec un gros chrono, je trouve ça. D'un côté, c'est pratique, d'un autre côté, ça fait un peu. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu too much. C'est perso, ça, mais en fait, si j'étais recruteur, j'en tiendrais absolument pas rigueur aux candidats. Par contre, j'entends la rigueur d'avoir rien pour mesurer le temps. Donc, une montre, pas une Apple Watch, quoi, hein, une montre en plastique, hein, une Seiko là, ou une Casio, un truc basique où on ne peut pas se dire qu'il y a une appli derrière pour faire quoi que ce soit. Voilà. Et vous n'allez pas pouvoir utiliser votre iPhone, hein, ce sera interdit. Voilà. Ok. Et un petit conseil aussi, c'est que si une personne prend le temps, vous pouvez prendre le temps aussi vous-même, sachant qu'il y a des gens, ils appuient devant le stress, ils appuient 2 fois et le chrono ne démarre pas. Ça peut arriver. D'ailleurs, si on vous pose la question à l'entretien individuel, tiens, on voit que vous avez démarré le chrono alors que cette personne avait dit qu'elle le faisait. Tiens, oui, mais bon, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis sûr qu'il avait bien fait. Mais en même temps, l'enjeu était tellement grand que si jamais, pour une raison ou pour une autre, il faisait une mauvaise manip sur son chrono et je ne pouvais pas voir là où il était, voilà. Donc c'est juste pour ça. Ça se justifie tout à fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes un fan du contrôle, ça veut juste dire que l'enjeu est important. Alors, le taux de réussite des candidats qui ont suivi l'Advance. Donc, nous, nos taux de réussite, ils sont mesurés de manière assez simple. Hein, en fait, c'est que on connaît bien les candidats qu'on a vus de manière personnelle et qui ont pris un entretien de one-to-one avec, on est 2 actuellement à les faire passer, donc il y a moi-même et il y a Hugo qui est excellent aussi, Hugo qui est aussi accrédité CSPF et qui a suivi une formation spéciale de recrutement, qui est pilote de ligne aussi et qui a été formé par moi par-dessus, donc il est vraiment, vraiment très, très bon. Et donc les candidats, quand on les voit, on leur donne une forme de note, et quand ils ont, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, hein, comme dans toutes les notations aéro, elles sont comme ça. Donc ceux qui ont 4 et plus rentrent dans nos statistiques. Donc la grande majorité des candidats, et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte au CSPF qui soit vraiment, comme on dirait nous, clinique. C'est-à-dire quelque chose qui soit, si un psy le voit, il va pas prendre le risque. Ça, c'est très rare. Il y a moins de 10%, on va dire plutôt autour de 5% des candidats qui s'approchent de cette zone-là. Être dedans, c'est beaucoup plus rare. Et donc sur des candidats qui ne sont... Donc 80, on va dire 80 à 90% des candidats font, après avoir suivi le cours, après avoir été assidus, rentrent dans nos statistiques. Et sur cela, sur Air France et sur toutes les autres compagnies d'ailleurs, il y en a c'est beaucoup plus élevé, on est à plus de 75% de réussite. Cadet et pro confondus, hop, tout confondu. Et au SIMU, jusqu'à présent, on est à 100%. Alors, qu'est-ce que ça ne compte pas? Ça compte pas la personne qui n'est pas revenue vers nous, donc on ne sait pas. Ça ne compte pas... oui, c'est à peu près tout, en fait. C'est la personne dont on ne le sait pas, finalement. Voilà, ce que je voulais dire, c'est nos statistiques sont très bonnes, elles sont excellentes. Ça m'a moi-même, quand j'ai créé ASP, que j'ai vu, au début, on a eu 100% pendant pratiquement 1 an, au tout début. Et ça m'avait un petit peu surpris, en fait, mais c'est à cause de ce que je vous ai expliqué pendant ma présentation au début, cette histoire de 25-75. Quand on forme les gens,
à un exercice, ils ont tendance à devenir bons. Et nous, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a un tarif derrière, parce que vous avez compris, tout ce qu'on a mis en place, c'est important. Moi, je fais plus que ça. Je fais ça à plein temps. Et derrière, finalement, les personnes prennent ce programme et ils ont tendance à vraiment s'investir dedans. Et c'est aussi parce qu'on a de très bons candidats, et pas forcément qu'ils étaient forcément tous bons au départ, mais ils sont devenus bons parce qu'ils ont tendance à beaucoup travailler. Et ce travail, vous savez quoi, ça paye. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc les statistiques que je vous ai données, c'est ce qu'on recueille nous. C'est pas audité de manière, voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus de 75% sur ceux qu'on a pu voir et connaître. Ça c'est sûr. On est en fait largement au-dessus de ça. Voilà. Donc effectivement, passer du 25 qu'on anticipe à plus de 75, vous voyez ce que ça fait. Il faut bien mettre en relation, si vous voulez, la valeur de l'investissement, que ce soit le coût du programme et le temps que vous allez y passer par rapport à ce que vous récupérez. Une carrière chez Air France, je le dis souvent, c'est 1 à 2 millions d'euros de plus par rapport au fait d'être dans une autre compagnie, parce que vous allez gagner plus, mais aussi parce que vous allez pouvoir y rester toute votre vie sans vous fatiguer. Regardez, moi, j'étais chez Emirates, j'étais chez British, ensuite chez Emirates, j'ai pensé que j'y resterais toute ma vie. Finalement, j'ai eu besoin de rentrer pour des raisons familiales. Si j'étais chez Air France aujourd'hui, j'aurais pu faire du temps partiel, vous voyez. Donc je serais resté et j'aurais continué à gagner ma vie comme un pilote de ligne, même à temps partiel. Donc au final, voilà ce qu'on récupère. Et en tant que cadet, en plus, c'est la possibilité de ne pas avoir besoin de payer sa formation initiale. Je veux dire, on parle d'un enjeu considérable. Voilà. Alors, une autre question de Monsieur J. J'entends souvent la question qui ressort après ce que vous avez vu. Lors des épreuves de groupe, qui prendriez-vous dans le cockpit? Alors, ne prendriez-vous pas? Comment nuancer la réponse en restant positif? Donc, je répète cette question. Après ce que vous avez vu aux entretiens de groupe, qui prendriez-vous dans le groupe et qui ne prendriez-vous pas? Alors moi, je répondrais de manière très simple à ça. Je dirais, écoutez, moi j'ai trouvé que tout le monde a vraiment fait de son mieux et je ne suis tout simplement pas habilité à juger. Vous l'êtes, vous êtes recruteur, vous avez sûrement des critères de sélection. Pour moi, c'est un petit peu difficile quand même. Je sais que j'aurais apprécié de travailler avec toutes ces personnes-là et d'apprendre à mieux les connaître de manière amicale, parce qu'on a traversé quelque chose ensemble, et à titre professionnel, d'être avec eux au simu ou d'être avec eux en ligne. Voilà. Je ne suis pas habilité. Voilà ce que je dirais. Et c'est la vérité en plus. Donc voilà. Et je pense que là, le recruteur va se dire, il est bien ou elle est bien, cette personne, parce qu'elle n'a pas voulu taper sur quelqu'un d'autre. Et elle reconnaît qu'elle a ses limites, qu'elle n'est pas habilitée. Merci pour ta réponse. Eh bien, de rien. Lors des entretiens, on peut répondre de manière succincte ou très développée. Dans le cours AIC, cela nous donne les clés pour donner des réponses bien structurées. Cependant, lors des entretiens de l'ENAC, les examinateurs semblaient lassés de réponses longues. Et ouais. Comment bien juger du niveau de réponse avec lequel on doit répondre? Je pense qu'il faut savoir être succinct. Alors j'ai eu de tout comme candidat. J'ai eu des candidats succincts à tel point qu'on leur demande un exemple de quelque chose qui s'est passé et littéralement 2 phrases ou 3 phrases, quoi. Donc ça, c'est pas bon. On a eu des candidats qui, au niveau communication, parlent beaucoup trop, développent, ne répondent pas pile à la question, répondent à quelque chose d'autre, continuent de développer et se mettent à digresser. Font commentaire, détail sur détail. Ça, c'est trop. En gros, d'ailleurs, j'ai travaillé avec l'un d'entre eux qui est peut-être là d'ailleurs aujourd'hui. L'idée, on a fait une simulation, on a regardé la comparaison la personne parlait, donc ça mettait 4 à 5 minutes, et moi, quand je le faisais, ça mettait 1 minute et demie. Pour décrire un scénario relativement compliqué qui s'est passé en vol et brosser un tableau rapide. Brosser un tableau rapide avec les éléments nécessaires pour que le recruteur puisse ensuite poser les questions qu'il a envie de poser. Essayer de comprendre ce qu'il veut savoir. Pas la peine de lui donner tout le reste, ça va juste l'embrouiller. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors pour ça, faudra faire un one-to-one pour voir dans ton cas si tu es trop long ou pas. La plupart des gens s'en sortent bien de ça et comprennent assez naturellement ce qu'il faut donner. En gros, on a 1 heure, et on perd 10 minutes en présentation de l'exercice, enfin une présentation de ce qu'on attend pendant l'entretien en disant bonjour à la personne, etc. La personne se présente, ça met 10 minutes, on peut mettre un petit peu plus. En gros, il reste 50 minutes. Sur les 50 minutes, on va espérer parler de 7 à 8 à peut-être 10 exemples, donc 5 minutes questions comprises. Donc si votre exemple il met plus d'1 minute et demie à développer, c'est déjà un peu long. Plus de 2 minutes, ça fait trop long.
Merci pour le webinaire, je te remercie, je t'en prie. Je souhaitais savoir si l'entretien individuel, on nous demande de nous présenter. Oui, eh ben oui, on te demande de te présenter, tu dois expliquer ton parcours chronologiquement, je pense, depuis l'enfance. Si tu as 50 ans, ben, tu vas pas y aller année par année, parce que sinon tu vas passer toute l'heure à ça, et tu vas aller très rapidement à... donc voilà, j'étais passionné d'avion depuis tout petit, j'ai passé un bac scientifique, ensuite je me suis orienté vers tel type d'études et mon métier pendant tout ce temps-là, ça a été ça. Et maintenant, et j'ai économisé de l'argent parce que j'en avais pas suffisamment. Et donc ça m'a mis 10 ans. Et maintenant, fort de mon CPLIR MCC, eh ben, je suis devant vous. Voilà. Donc, faut développer ça un petit peu plus. Voilà ce que je veux dire. Et si on est la présentation, à mon avis, il faut avoir une présentation qui soit prête, qui fasse environ 5 minutes. Voilà, pour brosser le tableau assez rapidement. Voilà. Si on nous demande de nous présenter. Voilà. Bon, moi, je peux oui, voilà. Quoi mettre en avant? Bah, ça doit être, et il faut pas, ensuite aller développer, de dire: «Je pense que je peux être bien pour Air France pour ça, je pense que je peux faire ci», et c'est pas la question qui a été posée. Quand ils vous demandent de vous présenter, en fait, ils ont leur CV à côté, ils essayent de faire du sens de tout ça et que vous le disiez, ce qui a marqué sur le CV, pas ce qui a marqué dans la lettre, ce qui a marqué dans le CV. En gros, c'est qui vous êtes, quoi, et comment vous en êtes arrivé là, et c'est tout. Ils vous demandent pas, en quelle mesure pensez-vous pouvoir être un atout pour notre compagnie, comment vous vous projetez, tout ça. Non, ils demandent pas ça. Ils demandent, en gros, c'était quoi le parcours? Voilà, d'accord? Alors, si on souscrit au cours et qu'on est convoqué seulement 6 mois, 1 an après, est-il nécessaire de faire un refresh? Alors, le cours, il est valable 1 an, d'accord? Donc vous avez accès de manière illimitée pendant 1 an. Et oui, je pense qu'il faudra, mais là, les amis, si vous avez réussi les psy 1, vous allez être invités là c'est une question de semaines avant d'avoir votre date, et votre date, elle sera dans 2-3 mois, hein, je pense. Donc même peut-être avant. Certains vont passer en octobre là, je pense, hein. Si vraiment vous n'avez pas pu avoir une seule sélection, été invité à une seule sélection, on vous redonnera accès une deuxième année. On vous fait confiance. Normalement, après, on vous connaît tous un petit peu, hein, donc voilà, on vous fait confiance. L'idée, c'est que vous puissiez traverser une sélection et vous nous écrivez, vous dites: «Ah là là, j'ai pas pu passer, ils m'ont pas invité, j'étais malade, machin, et j'ai besoin de révisionner le cours», on vous redonnera accès. Voilà. Par contre, bon, on risque de vous demander quand même d'expliquer un petit peu, mais voilà, à la base, c'est l'idée. Est-ce que l'on doit énoncer ses motivations à faire pilote de ligne Air France lors de la présentation, ou bien attendre qu'on nous pose la question? Ouais, bonne question. La motivation à faire pilote, l'idéal, ce serait qu'elle ait été là depuis le début, depuis l'enfance. C'est une chouette introduction. C'est-à-dire, depuis que j'étais tout petit, je connaissais des avions. Depuis que j'étais tout petit, voilà, on m'a amené mon premier vol. J'étais passager dans un avion quand les moteurs se sont mis en marche. J'étais tellement ému, etc. Ça, normalement, c'est le début. La motivation pour être pilote, elle est là. Et souvent, les gens disent: il y a un moment, je prends une décision, je vais en faire ma carrière. Ensuite, et là, il pouvait dire aussi, et c'est vrai qu'ayant toujours été passager dans les avions d'Air France, ayant vu les équipages, voilà, moi, à chaque fois que je voyais le logo d'Air France quelque part, que ce soit au journal télé, dans un journal papier ou ailleurs, ou qu'il y a des gens qui travaillaient pour la compagnie, je leur posais plein de questions. Donc voilà, dans ma tête, c'était clair, quand même. Donc je pense que ça doit quand même se sentir dans cette partie du tout début, en fait, de ça. Et après, vous allez donner votre parcours chronologique, et ensuite, si vous demande de développer, ben ouais, vous le ferez à ce moment-là. Voilà, AS. Bien, j'ai plus personne, ce qui est bien, puisqu'en fait, ça veut dire que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais remettre je vais remettre le petit code QR sur... Où c'est qu'il est le code QR? Est-ce qu'on l'a? Si vous voulez souscrire, mais je sais que vous savez tous déjà comment faire et où aller. Voilà. Et on voit plus ma tête là, tout d'un coup. Là, on va la voir. Je vais vous dire au revoir. Elle est toute petite. Voilà. Donc voilà comment faire pour... Je vais mettre ma tête en grand. Voilà, comme ça vous me voyez en même temps. Le Air France. Et puis, si vous avez encore des questions, il y a aussi le comment ça marche, on appelle ça. Attendez, voilà, ça c'est le pack Air France, pardon. Et ici on a le comment ça marche. En fait, c'est donc là où il y a les 10 vidéos qui réexpliquent ce que j'ai expliqué pendant la partie de présentation, comment on fonctionne. Si vous avez des questions, normalement elles sont là. Essayez de visionner ces vidéos-là avant de nous poser des questions. Mais quoi qu'il arrive, on vous répondra. Comme vous savez, on est quand même assez présent pour vous répondre.
avant que vous preniez le produit et après que vous ayez pris le produit également. On est là pour vous faire réussir. Il y a rien qui nous fait plus plaisir qu'un candidat dont la vie va changer et qui nous dit qu'on a contribué un petit peu à tout ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, chers amis, je vous dis à bientôt, bonne chance et qu'on se voit très bientôt pour vous faire progresser, pour vous faire réussir. Ciao.